13h à Abidjan, RTI, nouvelle édition. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 26 juillet. À la une, l'ouverture par les premiers ministres ivoiriens et burkinabés du premier forum d'affaires ivoiro-burkinabé. Plus de 300 opérateurs économiques à ce rendez-vous de Yamoussoukro. Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, la Côte d'Ivoire prépare son 6e rapport qui sera présenté en novembre prochain au cours de la 30e session. Et puis hors de nos frontières, la présidentielle au Mali, c'est le dimanche 29 juillet prochain, mais avant, place au retrait des cartes d'électeurs. Des retardataires ne veulent pas rater ce rendez-vous et vous le verrez dans ce 13h. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire tourne autour du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Demain, l'ouverture de la 7e conférence. Les deux chefs d'État ivoiriens et burkinabés sont attendus sur place cet après-midi à Yamoussoukro. Mais avant leur arrivée, les premiers ministres ivoiriens et burkinabés ont ouvert le premier forum d'affaires ivoiro-burkinabé. Plus de 300 opérateurs économiques présents, dont une centaine venus du Burkina Faso. De 2013 à 2017, les échanges commerciaux entre les deux pays sont de 255 à 320 milliards de francs CFA. Signalons que ce forum vise donc à consolider et à accroître la coopération économique Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Écoutons un extrait des discours des chefs de gouvernement ivoiriens et burkinabés au micro de Mahama Traoré. Mesdames et messieurs, chers participants, plus qu'un forum, cette rencontre sera également une occasion, entre autres, de mettre en évidence les réalités et les opportunités d'affaires dans les deux pays. Également, de mettre en relation les hommes d'affaires, des entreprises de pays dans les rencontres B2B, de favoriser la mise en place de projets structurants à vocation sous-régionale pour le développement des secteurs privés ivoiriens et burkinabés, d'assurer une meilleure visibilité des actions des chambres de commerce au bénéfice des secteurs privés ivoiriens et burkinabés. Nous sommes en train de créer de manière réelle un vrai espace économique de convergence, tant au niveau de nos politiques budgétaires qu'au niveau de l'environnement des affaires. Nous sommes donc en train de créer des conditions objectives qui vont permettre au secteur privé de nos deux États de pouvoir donc prospérer. Et je voudrais formuler le vœu, Monsieur le Premier ministre et chers frères, que nos champions ivoiriens et burkinabés se donnent la main pour aller conquérir tous les marchés dans l'espace UEMOA et dans l'espace CEDEAO. Voilà, ce sont là les premiers mots des premiers ministres ivoiriens burkinabés à l'ouverture du premier forum d'affaires ivoiro-burkinabé. Le TAC sera marqué par un conseil de gouvernement conjoint aujourd'hui. Parmi les dossiers sur la table, la route, un projet qui va relier les capitales des deux pays, c'est-à-dire Yamoussoukro et Ouagadougou. Pour le moment, les travaux sont en cours. Visite de chantier Yamoussoukro, Thiébissou, avec notre reporter Mahama Traoré. Scène de dépassement à vive allure sur l'axe Yamoussoukro-Thiébissou. Une attitude risquée des automobilistes sur une chaussée d'à peine 2 fois une voie. Il y a plein d'accidents comme celui de Séman là. À Séman là, il y a eu avant-hier une personnelle avec une voiture Dina avec un Massa. Des drames fréquents sur une voie très empruntée par des poids lourds en partance ou en provenance des pays de l'Interland. Le trafic est très dense, alors les usagers voient d'un bon œil les travaux qui se déroulent à proximité, ceux de la construction de la future autoroute devant relier Yamoussoukro à Thiébissou. Ça sera encore plus facile et ça arrange toute la population. Surtout que c'est une voie internationale, qu'elle soit vraiment praticable pour que les transits puissent nous aider. L'autoroute va faire qu'il y aura moins d'accidents maintenant. Ça fait 27 ans sur la route, sur le Côte d'Ivoire et Mali. Quand on fait autoroute aujourd'hui, je suis très content. L'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou sera longue de 37 km
Les travaux vont durer 24 mois pour un investissement de plus de 92 milliards de francs CFA, montant cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement BID. C'est une autoroute à deux voies qui comportera des ouvrages annexes comme par exemple les échangeurs qu'on raconte sur toutes les autoroutes, qui comprendra également certains équipements sociaux tels que les aires de vente au droit des villages et puis quelques aménagements annexes pour rendre l'autoroute encore plus intégrée dans son environnement. C'est la phase la plus importante, c'est le mouvement des terres ou bien le doublé-remblé pour avoir le profil ou bien le tracé clair de l'autoroute. Et après cette phase, on va commencer la structure de chaussée. Notre mission spécifique concerne le contrôle et suivi des travaux. Voilà, pour assurer la réalisation des travaux, en tout cas une bonne qualité de l'exécution et tenir les délais tout en assurant la maîtrise du coût. Dans l'ensemble, les travaux se déroulent convenablement. Cet ouvrage n'est que le début d'un projet phare au cœur de la coopération ivoiro-burkinabé. Il s'agit de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, projet important dont l'état d'avancement est évoqué à chaque session de la conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Une fois réalisé, cet ouvrage va booster les échanges entre les deux pays et faciliter davantage la libre circulation des biens et des personnes. Au niveau de la section Yamoussoukro-Tiébissou, cette voie n'affectera pas les activités agricoles et économiques des villages environnants. Pas de crainte donc pour ces tisserands de Pagne Baoulé dans le village de Kondé-Yaokro. On a été rassuré par le gouvernement que notre apatam sera déplacé vers l'autoroute. C'est en cela que la clientèle même pourra être immense. Voilà, donc nous préférions que l'autoroute passe. Après Tiébissou, l'autoroute partie de Yamoussoukro devra encore se frayer 95 km de chemin dans la savane pour rallier la ville de Bouaké, sa prochaine escale. Les travaux pourraient démarrer avant fin 2018. Il restera alors 400 km d'autoroute à réaliser par la partie ivoirienne pour atteindre la frontière burkinabé. 400 km de plus pour matérialiser l'intégration sous-régionale. Et au niveau culturel, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso marche bien. Excellente collaboration dans le domaine du cinéma. La preuve avec une réalisatrice burkinabé, Apolline Traoré. Elle est là pour un projet cinématographique. Clap d'ouverture avec les ministres ivoiriens et burkinabés de la culture. C'est un reportage de Serge Koulia. Annonce, monsieur le ministre. Je suis 4-1. Et action! Les ministres de la Culture de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ensemble pour le clap d'ouverture du nouveau long métrage de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré. C'est une histoire d'un Haïtien qui vient en Côte d'Ivoire pour refaire sa vie et surtout pour chercher ses origines. Et il se marie avec une Ivoirienne et il a un enfant, une fille qui s'appelle Aïla, et il cherche vraiment un garçon. Et le jour, évidemment, qu'il apprend qu'il aura un garçon, 12 ans après, la situation un peu se gâte et sa femme et son enfant disparaissent. C'est parti pour un tournage marathon à Abidjan avec des acteurs ivoiriens, burkinabés qui tournent et retournent les séquences. Les deux ministres peuvent ainsi se faire une idée des exigences cinématographiques à respecter pour réussir un bon film. Les échanges entre les deux pays se font au quotidien et en matière de cinéma, ce n'est pas maintenant que nous allons commencer notre coopération. Mais l'accord que nous allons signer va renforcer et baliser et structurer notre coopération parce que jusque-là, elle se faisait de façon tout à fait informelle. Le film d'Errance, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, s'inscrit justement dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Mon gouvernement m'a alloué 325 millions et j'ai vraiment le soutien de la Côte d'Ivoire au niveau du ministère de la Défense, au niveau du ministère de la Santé et aussi évidemment le ministère de la Culture qui en tout cas me mettent tout à disposition. La réalisatrice Apolline Traoré et son équipe ont cette semaine à passer à Abidjan dans le cadre de la réalisation de cette œuvre cinématographique.
cinéma et autres projets avant l'ouverture demain de la 7e conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso en présence des 2 chefs d'État, la diaspora burkinabé multiplie les rencontres et autres réunions pour appeler à la mobilisation. Abou Sanogo, sur place. Le district autonome de Yamoussoukro, aux couleurs de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. À Yamoussoukro, les populations se mobilisent en vue de faire de cette rencontre un succès. La diaspora burkinabé multiplie selon elle les rencontres depuis un mois. Cette 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé sera l'occasion pour les présidents des 2 pays de renforcer davantage leurs liens d'amitié et de coopération. Pour la diaspora burkinabé, il faut donc se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux à leur président. Cet accord, il faut le pérenniser parce que là, ça va dans les intérêts de 2 pays. Surtout d'abord, nous sommes les premiers bénéficiaires. Et quand il y a l'entente entre les 2 pays, nous sommes les premiers bénéficiaires. Nous demandons aux 2 présidents de continuer à vraiment dans cette lancée-là pour le bien de notre communauté et pour le bien de la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous aussi par rapport à la cohabitation des 2 pays. Ça va, nous on est nés ici, bon, nous sommes comme des Ivoiriens, on s'entend très bien avec les Ivoiriens. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, 2 pays frères, il faut qu'on montre aussi que on est heureux de vivre ensemble, de tout faire ensemble avec les Ivoiriens. La preuve est que chaque 2 ans, il y a ce sommet en Côte d'Ivoire, que ce sommet nous permette aussi d'avancer dans la vie actuelle entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. La 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso s'ouvre ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et vous l'avez entendu, 7e conférence au sommet du TAC à Yamoussoukro, un conseil de gouvernement conjoint aujourd'hui, mais avant l'ouverture du premier forum d'affaires ivoiro-burkinabé et cet après-midi, l'arrivée des 2 chefs d'État. Nous y reviendrons largement dans notre édition de 20h. Autre sujet dans ce 13, mais toujours à Yamoussoukro, c'est l'école des forces armées de Zambakro qui est en fait une fête qui est marquée par une double cérémonie de baptême et remise d'épaulettes à la 48e promotion, nous dit Abou Sanogo. Elle assure la formation initiale, la formation à l'exercice du commandement en corps de troupes et la formation de perfectionnement des officiers. L'école des forces armées de Zambakro est l'unique école de formation pour les officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Le lieutenant-colonel Jean-Christophe Mouo en est le commandant école depuis le 15 mai 2018. Zambakro ne doit pas faire peur. L'armée de façon générale ne doit pas faire peur. L'armée est le creuset de la nation. Nous allons rassurer les populations pour que ceux qui seront admis au concours de l'école de formation des officiers en sortent bien formés, compétents, et pour pouvoir faire honneur au pays. Véritable outil d'intégration nationale et sous-régionale, l'école des forces armées forme en son sein les jeunes élèves officiers issus d'un recrutement direct et semi-direct, les médecins élèves officiers, tous les sous-lieutenants au cours d'application de chefs de section d'infanterie, les capitaines avant leur temps de commandement d'unité élémentaire et les capitaines anciens et les jeunes commandants au cours d'état-major. Le métier des armes exige que des officiers à la tête des troupes soient formés dans cette école par des élèves qui sont recrutés après le niveau bac plus 3 pour ceux qui sont recrutés directement issus de l'université ou pour des élèves qui sont des anciens sous-officiers de l'armée et qui ont un niveau bac plus 2 et qui sont recrutés sur concours. Mais la formation militaire est continue. Après un séjour en unité, en corps de troupes, les officiers reviennent subir le cours des futurs commandants d'unité. Donc c'est une formation professionnelle que généralement on appelle cours capitaine. Donc c'est des lieutenants anciens ou des jeunes capitaines qui font cette formation pour pouvoir commander une compagnie.
3 grandes entités composent l'école des forces armées de Zambakro. D'abord, la division de formation des officiers chargés de la formation des élèves officiers et des médecins élèves. La formation est articulée sur un programme qui comporte différents piliers. Un pilier concerne donc la formation au comportement militaire, qui vise donc à donner les aptitudes au commandement à ces jeunes gens-là. Un pilier repose sur la formation tactique. Un pilier aussi repose sur la connaissance d'ordre général. Ensuite, la division d'application des officiers chargés de la formation des sous-lieutenants au cours d'application d'infanterie. C'est l'application d'infanterie motorisée. En fait, l'utilisation des engins pour le fantassin, pour l'officier fantassin, pour faire manœuvrer sa section. Parce qu'eux, ils sont au niveau de la section. Et enfin, la division de perfectionnement des officiers chargés de la formation des lieutenants anciens et des jeunes capitaines au cours des futurs commandants d'unité. Il s'agit de les mettre en situation, de leur expliquer l'environnement dans lequel se déroule ce genre de mission et de leur faire comprendre aussi bien les contraintes, les tenants et les aboutissants de ces missions-là. À l'issue de sa scolarité à l'école des forces armées, l'élève officier devra, comme chef de section, être capable de remplir immédiatement des missions simples. Une fois sur le terrain, on attend un certain type de réflexes, les réflexes de chef de section aguerris qui vont travailler dans le cadre d'une compagnie d'infanterie et permettre que tout ce qui a été appris soit redéployé sur le terrain. Il est donc important pour eux d'acquérir tout ce qui leur est donné de connaître et de le posséder, afin de pouvoir imposer respect par leurs compétences, tant au plan national qu'international. Et nous espérons les améliorer du mieux possible pour permettre à ces officiers d'état-major d'être immédiatement opérationnels et d'apporter les réponses à ces grandes problématiques du continent africain. L'école des forces armées prépare sa fête annuelle. Le temps fort, c'est le baptême de la 49e promotion, la prestation de serment donc de cette promotion-là, et la remise d'épaulettes de la 48e promotion, la promotion abnégation, et de la promotion des médecins élèves officiers. Pour la fête, nous souhaitons donc inviter les parents des élèves, mais tous ceux qui veulent découvrir l'armée, tous ceux qui veulent découvrir l'école des officiers, à venir sur place. La sécurité, évidemment, sera garantie et la fête sera belle. Une ressource humaine en encadrement motivé, une infrastructure en état et entretenue, un équipement et un renforcement de moyens pédagogiques en cours sont entre autres les atouts de l'EFA qui depuis 1963 a formé plus de 2000 officiers, dont 500 officiers étrangers. Le deuxième titre de ce journal est consacré à l'économie. Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, la Côte d'Ivoire prépare son 6e rapport qui sera présenté en novembre prochain. La suite avec Jean-Jacques Ouaméala. L'examen en novembre 2017 du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de la Côte d'Ivoire par les experts du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, DIABA, le groupe d'action financière GAFI, le Fonds monétaire international FMI et les cellules de renseignement financier des États membres de la CEDEAO a relevé des lacunes. La non-incrimination du trafic illicite de migrants, la non-incrimination du financement d'une organisation terroriste, l'absence de supervision des entreprises et professions non financières désignées et le manque de statistiques complètes. En mai 2018, au Sénégal, certains points de ces lacunes ont été réglés par le gouvernement. Il s'agit du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite des migrants et de la création d'une commission consultative du gel administratif. Des points positifs certes, mais la Côte d'Ivoire doit relever le défi en adoptant les projets de loi au Parlement. Objectif, mettre en conformité le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de la Côte d'Ivoire aux normes et standards internationaux. Dans cette perspective, nous devons nous évertuer à identifier et recenser toutes les actions entreprises au sein de nos structures et départements ministériels, ainsi que toutes les données statistiques disponibles et susceptibles de mettre en exergue les efforts qu'entreprend notre pays pour relever le défi de la conformité. À la fin de cette formation, un rapport retraçant les efforts accomplis par la Côte d'Ivoire
sera consolidé et remis au Djaba au plus tard le 30 août prochain. Le Centre national de recherche agronomique a abrité l'atelier de lancement du projet sur la cacaoculture, un projet de recherche focalisé sur l'intensification de la production durable de cacao. On fait le point avec Jean-Luc Gbangbo. Cocosol est un projet de recherche sur la production du cacao qui va s'étendre sur une période de 30 ans. Il est présenté par ses initiateurs comme une réponse au changement climatique et devrait permettre aux producteurs de cacao d'Afrique subsaharienne d'améliorer leur rendement tout en luttant contre la déforestation. Si on finit de couper toutes les forêts, on ne sait pas comment on va faire la cacaoculture demain. Donc la question qui se pose, c'est la question de la fertilité du sol. Comment on va gérer la fertilité du sol de manière à ce qu'on puisse continuer à faire de la cacaoculture même dans 50 ans, et comment faire en sorte que les forêts qu'on a détruites, on puisse les reconstituer. Ce projet sera mené par le programme cacao du Centre national de recherche agronomique. La culture du cacao en Côte d'Ivoire occupe à elle seule plus de 56% des terres consacrées aux cultures de rente. La recherche va consister à trouver les meilleures formules de fertilisation et de proposer de nouveaux horizons de développement de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. La réaction du cacao, dans la période 50, il pleuvait beaucoup plus, où les sols forestiers riches. Et puis maintenant, où on a un sol dégradé et où il ne pleut plus, ce n'est pas le même comportement. Donc il faut modéliser tout ça pour mettre donc à la disposition des producteurs des nouvelles informations, des nouvelles connaissances qui vont leur permettre donc de développer de façon rentable leur activité de production de cacao. Pour les 5 premières années correspondant à la première partie de ce projet, un financement d'environ 11,5 millions de dollars, soit 6,4 milliards de francs CFA, a été accordé par l'Agence norvégienne de coopération au développement. Les résultats de la recherche seront diffusés auprès de 90 000 producteurs de cacao. Dans ce 13h, ce drame, hier à Grand Bassam, une famille périt dans un incendie de domicile. 9 personnes tuées, dont 6 enfants, qui sont restés prisonniers des flammes. La ministre de la Solidarité, Mariatou Kone, a apporté la compassion du gouvernement à la famille éplorée. Les détails avec Kone Pagassor. Scène de désolation au quartier Mokéville de Grand Bassam, d'où Angéline est inconsolable. Elle était avec ses petits-enfants qui sont venus passer les vacances. Sa sœur Brigitte Anomel, la cinquantaine révolue, son neveu de 25 ans, la servante de la famille et les petits-enfants de sa sœur, dont l'âge varie entre 2 et 8 ans, venus passer les vacances scolaires chez leur grand-mère, décédée dans un incendie dans la nuit du mardi à aujourd'hui. C'est un des voisins des maçons en face qui a vu la fumée, puisque elle, on l'appelle ici Mémé. C'est lui qui a alerté maintenant les voisins ici. Et la dame, son mari, a sauté, paraît-il, pour partir. Mais c'était déjà tard, la fumée était intense. Il ne pouvait pas rentrer. Dans la maison de 4 pièces où il vivait, tout est parti en fumée. Selon les témoignages recueillis sur place, l'incendie serait survenu vers 3 h du matin. Certains seraient décédés sur le champ, d'autres sur le chemin de l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés, déjà, le feu avait déjà pris le salon. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les enfants et la dame, ils étaient dans la chambre. Ils étaient dans les chambres là-bas. Donc, on était obligé de passer par derrière, avec lui, casser la chambre des enfants pour faire sortir les 6 enfants. Et c'est lui qui est parti avec les enfants à l'hôpital. Quand il partait déjà avec les enfants, on ne les sentait plus. Et l'autre côté, où on a cassé, on a fait sortir la mère et le fils. Le fils, lui, il était encore bien portant, c'est de le réanimer. Informé, le président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché sur les lieux du drame la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Première escale, l'hôpital général de Grand Bassam, où se trouvent les corps des victimes. Ici, la ministre Mariatou Kone a partagé avec la famille leur peine, leur douleur et leur tristesse. Pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts et connaître les causes de l'incendie, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur les lieux du drame où elle a visité les différentes pièces de la maison. Que de désolation. C'est une situation dramatique, c'est triste parce que 9 personnes d'une même famille
ont perdu la vie suite à un incendie dont on ne sait pas encore l'origine. Donc nous sommes venus apporter le soutien et le réconfort du gouvernement à cette famille qui a éploré. Pour l'heure, tous les regards sont tournés vers la police scientifique trouvée sur les lieux du drame. Il leur revient de déterminer les causes réelles de cette tragédie. Et cette actualité plus légère, le Centre international pour le développement du droit célèbre ses 25 ans d'existence. Le centre a pour mission de vulgariser le droit et le rendre plus accessible. Patricia Oumouetia. Une aventure démarrée il y a 25 ans qui se concrétise aujourd'hui par la célébration d'un anniversaire. Le Centre international pour le développement du droit, CIDD, a 25 ans. Beaucoup d'événements ont parsemé son parcours au service de l'état de droit, formation, recherche, études, sensibilisation des populations au droit. Beaucoup de fierté pour notre organisation d'avoir été distinguée et aussi ça nous met aussi une certaine pression, toujours pour continuer, pour faire progresser le droit et l'état de droit dans notre pays. Après 25 ans d'activité, le bilan est positif. Il est important que le droit soit promu. Et il est important surtout que le droit soit respecté. Parce que si l'on ne respecte pas le droit, l'on tombe dans l'anarchie et le désordre. Et c'est pour ça que nous avons choisi de contribuer à la promotion de ce droit en vue de participer à la coexistence pacifique et au maintien de la paix dans nos sociétés. Le Centre international pour le développement du droit est une association apolitique et scientifique créée le 23 mars 1993. Les membres sont entre autres des chercheurs, des magistrats et des avocats. Et les élections présidentielles au Mali auront lieu le 29 juillet prochain. La fin du processus de retrait des cartes d'électeurs dans 48 heures. Les retardataires profitent des derniers jours pour récupérer leurs cartes pour ne pas manquer le rendez-vous de dimanche. Sidonie Davila. Il est 14 heures quand le jeune Daouda Koné se décide pour aller retirer sa carte d'électeur. Nous sommes à 4 jours de la présidentielle. Cette année, on va voter, Inch'Allah. Je suis en route comme ça même pour aller récupérer la carte d'électeur. À 24 ans, Daouda Koné vote pour la deuxième fois à une élection présidentielle. C'est avec empressement qu'il se rend dans son centre, situé à 10 minutes de son lieu de travail. Une fois au centre de Faladier, en commune 6 du district de Bamako, les recherches commencent auprès des agents de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Après 2 bureaux, il trouve enfin le sésame dans le 3e. Il ne peut cacher sa joie de pouvoir voter dimanche. Je suis vraiment content quand même pour avoir récupéré ma carte d'électeur. Content parce que je sais que je vais voter à la personne que j'ai désirée. Le centre de retrait de Faladier grouille de nombreux électeurs venus retirer leurs cartes. J'étais en déplacement, donc aujourd'hui je suis venu retirer pour pouvoir voter. Pour moi j'ai récupéré de ma part, je suis venu récupérer les cartes de ma mère. Elles ne sont pas là, elle est voyagée. Les vendredis et lundis derniers, le gouvernement malien avait décrété 2 jours fériés dénommés Journée citoyenne pour permettre aux électeurs de pouvoir retirer leurs cartes. Malgré ces journées offertes, bon nombre de cartes d'électeurs cherchent encore preneurs. Bon, ça se passe pas mal. D'autres viennent, d'autres ne viennent pas. Passablement, quoi. Alors, dans la journée, vous recevez combien de personnes? Bon, à peu près une quarantaine. Ali Togola, président d'une commission dans ce centre, déplore le nombre assez important de cartes restantes et souhaite que les concernés pressent les pas pour récupérer leurs cartes. Je lance encore, ça dit l'appel à toute la population, que chacun vienne chercher ses cartes électorales. Ça, c'est mon souhait. L'opération de distribution des cartes prend fin vendredi prochain. Les cartes d'électeurs restantes seront acheminées vers les centres de vote pour permettre aux propriétaires de les retirer sur place le jour du vote. Selon le ministère de l'administration territoriale, le taux national de retrait des cartes d'électeurs a atteint 72,15%. Et pour ces élections de dimanche, Boni Yahi, l'ancien président béninois, est à la tête des observateurs de l'Union africaine pour le premier tour du scrutin. Ils sont 24 candidats à briguer la magistrature suprême, dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, en lice pour un second mandat.
Les Comoriens, eux, sont appelés le 30 juillet à se prononcer sur une vaste réforme constitutionnelle qui, en cas de victoire du oui, permettrait au président Azali Assoumani de se présenter pour un second mandat consécutif. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. On se retrouve ce soir à 20h avec à la une l'ouverture du premier forum d'affaires ivoiro-burkinabé par les premiers ministres ivoiriens et burkinabés et l'arrivée des deux chefs d'État cet après-midi à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité. Ce journal a été supervisé par Hervé.